À Осенью l'automne 1942, 1942 sur l'île de года на Guadalcanal, des Гуадалканале marines américains американские ont compris морские une vérité пехотинцы aussi открыли для simple себя que простую brutale. истину. Пока в Aussi отделении longtemps que le работает бар, Browning Automatic отделение Rifle живет. tirait, la Японская пехота section шла tenait. плотными волнами, Et le jour давила où il s'est числом, tu, не давала поднять les hommes ont голову, couru. врывалась в позиции, прежде чем L'infanterie противник japonaise успевал avançait en перезарядиться. vagues serrées, Против comptant sur болтовых le nombre винтовок pour эта тактика submerger les работала. Против défenseurs бара avant qu'ils нет. n'aient le temps de recharger leurs fusils 20-патронный à verrou. магазин уходил за секунды, Contre une но ligne de морпехи Springfield, научились менять их cette быстро, tactique почти fonctionnait. не прерывая огонь, Contre un и расчет Browning из Automatic одного-двух человек Rifle, держал elle фронт se там, brisait. где по всем расчетам Le должен был chargeur de 20 отступить. cartouches se vidait Именно en поэтому quelques стрелки с secondes. баром Mais всегда les шли Marines первыми avaient в appris à le патруле changer и первыми presque sans гибли в interrompre засаде. le feu. Не потому, что оружие Un ou подводило, deux hommes а потому, suffisaient что à tenir командиры un знали, front là où пока une бар section работает, entière позиция aurait dû держится. reculer. Японское C'est командование précisément это pour тоже cette прекрасно raison que les понимало и servants de cette отдало своим arme marchaient солдатам toujours en tête lors недвусмысленный des приказ. patrouilles В первую et очередь tomber les уничтожать premiers dans les расчеты с тяжелыми embuscades. Le commandement автоматическими japonais avait винтовками. transmis un ordre sans Стрелки с баром ambiguïté. знали об этом. Éliminer en Шли все равно. priorité les servants des Гуадалканал fusils стал automatiques местом, lourds. где бар Ils окончательно le savaient. доказал свою цену. Ils avançaient quand Морская même. пехота выставляла до 3 Guadalcanal est стрелков с devenu le этим lieu où оружием cette на arme a отделение. définitivement prouvé Вдвое sa больше, valeur. чем армия. Не Les потому, что Marines устав alignaient требовал, jusqu'à 3 а потому servants что par section. опыт первых месяцев 2 fois войны на plus que Тихом l'armée de океане terre. дал Parce que однозначный les ответ. premiers mois de Больше guerre dans le баров, Pacifique больше avaient выживших. donné une réponse sans Оружие appel. умело делать то, что не умел Plus ни de один. Browning Automatic Rifles. Plus de survivants. L'arme saturait l'espace devant elle de tirs automatiques en calibre 30-06. Des cartouches qui perçaient à 300 ou 400 mètres les abris derrière lesquels l'infanterie japonaise se croyait à l'abri. La cartouche 30-06 était d'origine civile et meurtrière par nature. Puissante, à longue portée, avec une balistique excellente sur grande distance. Un marine a écrit dans ses mémoires que le son du Browning Automatic Rifle tirant à ses côtés était pour lui le son le plus rassurant de toute la guerre. S'il l'entendait, la ligne tenait encore. S'il se taisait, il fallait courir. Les Américains répondaient à la chasse aux servantes du Browning Automatic Rifle par une méthode simple. Changer de position après chaque longue rafale, travailler en courte série, garder un deuxième homme à portée de main avec des chargeurs de rechange. Mais pour comprendre comment ce fusil s'est retrouvé sur les îles ensanglantées du Pacifique, il faut remonter 25 ans en arrière, en France, dans la boue des tranchées de la Première Guerre mondiale, là où tout a commencé par un échec et par un homme qui a décidé de faire mieux. En 1917, les forces expéditionnaires américaines, commandées par le général John Pershing, débarquaient en France sans armes automatiques capables d'accompagner une attaque en mouvement. Les alliés français avaient proposé une solution, le fusil mitrailleur Chauchat, adapté à la va-vite pour la cartouche américaine 30-06. Cette décision s'est avérée désastreuse. Dans sa version adaptée pour la cartouche américaine, le Chauchat est devenu quelque chose que les soldats abandonnaient à la première occasion. Le concepteur John Moses Browning, à qui on a remis un exemplaire pour étude, l'a démonté sur une table et a presque immédiatement identifié le problème. Personne n'avait pris la peine d'allonger la course de la culasse lors de l'adaptation pour une cartouche plus puissante. La pression montait, le mécanisme ne suivait pas, l'arme s'enrayait et tombait en panne précisément quand le soldat se levait pour l'assaut. Browning était une légende vivante de la conception d'armes américaines. Derrière lui se trouvait le pistolet modèle 1911, le futur Browning M2 lourd, des dizaines d'autres créations portant la même marque de fabrique. Une fiabilité, là où d'autres faisaient des compromis. Quand les militaires ont posé la question directement, il avait déjà une idée précise de ce qu'il fallait faire. L'arme qu'il a créée a reçu la désignation officielle M1918. Dans l'histoire, elle est simplement entrée sous le nom de Browning Automatic Rifle, ou BAR. 3 lettres qui allaient résonner sur 4 continents pendant plus de 50 ans. John Moses Browning n'a jamais travaillé lentement quand la tâche était claire. En 1917, elle était d'une clarté absolue. L'infanterie américaine avait besoin d'une arme qu'un soldat pouvait porter sur lui et utiliser en tir automatique en mouvement. Pas une mitrailleuse sur affût, pas un assemblage bricolé à la va-vite pour une cartouche étrangère, quelque chose de fondamentalement nouveau. Le concepteur s'est mis au travail et a présenté un prototype achevé dans des délais qui ont laissé tout le monde sans voix.
La conception qu'il a montrée en février 1917 reposait sur un prélèvement des gaz par le canon. Le piston poussait le groupe culasse vers l'arrière, qui armait le percuteur et éjectait la douille, puis le ressort ramenait l'ensemble en place, et le cycle recommençait. Le schéma n'était pas révolutionnaire, mais Browning l'a exécuté avec une précision que personne n'attendait d'une arme nouvelle. Lors de cette démonstration, il a tiré plusieurs centaines de cartouches d'affilée sans le moindre incident. Les observateurs militaires présents se sont regardés, ils n'avaient jamais vu cela. L'armée a officiellement adopté l'arme en mai 1918, lui attribuant la désignation M1918. Sous ce nom, se cachait un fusil automatique pesant environ 7 kg 250 g, sans chargeur, avec un chargeur de 20 cartouches 30-06 et un canon de 61 cm. La cadence de tir atteignait environ 550 coups par minute, suffisamment élevé pour créer un feu dense, suffisamment modéré pour que le chargeur ne se vide pas avant que le tireur ait le temps de comprendre sur quoi il tirait. Les premiers exemplaires de série sont sortis des usines avec des défauts. Plus de 1000 unités du premier lot présentaient des écarts hors tolérance dans l'ajustement des pièces. La réception militaire les a renvoyés en révision. La production s'est rapidement redressée. Les usines Colt, Winchester et plusieurs autres fabricants ont lancé leur production. Et des dizaines de milliers d'unités ont été livrées avant la fin de la guerre. Mais pendant que les usines montaient en cadence, le général Pershing a pris une décision que les historiens ont longuement commentée. Il a délibérément retenu le Browning Automatic Rifle dans les dépôts. Pershing craignait que l'adversaire ne capture un exemplaire et n'en copie la conception avant que l'arme ne soit entre les mains d'un nombre suffisant de soldats. Il attendait le moment où leur apparition au front constituerait un choc tactique et non un cadeau au renseignement ennemi. Ce moment est arrivé à l'automne 1918. Les unités américaines ont reçu leur Browning Automatic Rifles avant une grande offensive. Et c'est là qu'est apparu le premier écart entre la théorie et la pratique. Le concept officiel prévoyait le tir en marchant. Les soldats devaient avancer en ligne, tirant en continu depuis la hanche, avec un appui fixé à la ceinture. L'idée paraissait séduisante sur le papier. Dans la pratique, cela ne fonctionnait pas. Les soldats ne pouvaient ni viser ni maintenir correctement l'arme en marchant. Les tirs partaient vers le ciel, vers le sol, n'importe où, sauf là où se trouvait l'ennemi. Les appuis de ceinture ont rapidement disparu. Les soldats les jetaient ou ne s'en servaient tout simplement pas. Le Browning Automatic Rifle a trouvé lui-même son emploi. Les hommes l'utilisaient comme arme d'appui lors du nettoyage des positions, en tirant en appui ou à genoux. Dans ce rôle, il s'est révélé remarquable. Les combats en forêt de Meuse-Argonne ont montré que cette arme produisait un feu automatique dense, là où une section ne pouvait compter que sur des fusils à verrou. Les nids de mitrailleuses qui fauchaient les assaillants recevaient maintenant des rafales en retour, forçant les servants à se baisser et à perdre leur rythme, suffisant pour que l'infanterie s'approche à portée de grenade. Les soldats ont aimé le Browning Automatic Rifle rapidement et profondément. Mais le 11 novembre 1918, l'armistice était signé. Cette arme avait à peine eu le temps de montrer ce dont elle était capable, et se retrouvait soudain dans un monde où la Grande Guerre était terminée et les dépôts débordaient d'armes que personne ne savait où mettre. Les entrepôts américains débordaient de Browning Automatic Rifles que personne ne réclamait plus. L'armée fondait à vue d'œil. Les budgets militaires étaient taillés sans ménagement et personne ne songeait à renouveler l'armement de l'infanterie. On a mis les armes sous cocon, emballées dans des caisses, rangées loin des regards. Il semblait que leur histoire s'arrêtait là. Une arme de plus d'une guerre de plus, que le temps de paix envoyait sur une étagère. Mais le Browning Automatic Rifle a trouvé un autre usage, et dans un endroit que personne n'avait prévu. Dans les années 20 et 30, les États-Unis traversaient l'âge d'or du crime organisé. L'interdiction de vente d'alcool avait engendré toute une industrie de contrebande, et avec elle, des bandes armées qui se partageaient les territoires
avec la férocité d'unités militaires. Quand des Browning Automatic Rifles ont commencé à apparaître sur le marché noir, la demande a été immédiate. Le gang Barrow en a fait sa marque de fabrique. Bonnie Parker et Clyde Barrow sillonnaient le sud-américain avec des Browning Automatic Rifles dérobés dans des arsenaux de la garde nationale. Lors des fusillades, le feu automatique en cartouche 30-06 transformait les véhicules des forces de l'ordre en passoires. Les voitures de shérif de l'époque n'avaient aucun blindage. Les policiers subissaient des pertes et reculaient. Washington recevait des plaintes de shérifs de tout le sud du pays. Leurs armes étaient impuissantes. Cela devenait un problème politique. Le Bureau fédéral d'investigation a répondu en armant ses agents de cette même arme. La logique était imparable. Si les criminels utilisaient le Browning Automatic Rifle, les agents fédéraux devaient disposer de la même chose, ou de mieux. Ainsi, le fusil automatique de Browning s'est retrouvé simultanément des deux côtés de la loi. Pendant ce temps, les concepteurs militaires ne restaient pas les bras croisés. Il devenait évident que le monde marchait vers une nouvelle grande guerre. Et le Browning Automatic Rifle, dans sa version de 1918, ne répondait plus aux attentes. Des tentatives de modernisation ont commencé. La variante M1918A1 a reçu un bipied repliant, un frein de bouche et quelques modifications mineures. L'arme est devenue légèrement plus lourde, mais restait la même dans son essence. Le commandement voulait davantage. À la fin des années 30, l'idée s'était imposée que le Browning Automatic Rifle devait occuper le créneau de la mitrailleuse légère. En 1940, est apparue la variante A2. C'est là que les véritables problèmes ont commencé. La variante A2 a reçu un nouveau bipied massif fixé au canon, une crosse modifiée avec joue et un nouveau frein de bouche. La modification la plus contestable a été l'introduction d'un ralentisseur hydraulique de cadence logé dans la crosse, pour choisir entre une cadence lente d'environ 350 coups par minute et une cadence rapide autour de 550. Dans la pratique, le tampon hydraulique s'est révélé être le talon d'Achille de toute la conception. Les joints ne résistaient pas au contact avec les solvants d'armes. Le solvant s'infiltrait dans la crosse, attaquait les cales en caoutchouc et le tampon cessait de fonctionner. Après cela, les deux positions du sélecteur donnaient le même résultat, le tir rapide. Le poids supplémentaire, lui, ne disparaissait pas. Avec le bipied et les autres ajouts, la masse est passée à environ 8 kg 800 g, soit près d'1,5 kg de plus que la version originale, pour un résultat qui n'était toujours pas une vraie mitrailleuse légère. Les soldats répondaient par les faits. Les bipieds étaient dévissés et jetés, le frein de bouche retiré parce qu'il rendait l'arme encombrante dans la jungle ou les ruines. Sur les photographies de guerre, les Browning Automatic Rifles se présentaient sous des aspects très différents. Certains avec bipied, d'autres sans. Certains avec frein de bouche, d'autres avec le canon nu. Chacun adaptait l'arme à son théâtre d'opération. Pendant que les Marines du Pacifique réglaient leurs problèmes sous le feu ennemi, à Washington se déroulait une guerre d'un tout autre genre. Une guerre de papier, de bureau, mais pas moins acharnée. Le débat sur ce qu'était réellement le Browning Automatic Rifle n'avait pas cessé depuis son adoption. Fusil automatique ou mitrailleuse légère? La question semblait académique, mais derrière elle se cachaient des budgets bien concrets et des règles d'emploi que personne ne se pressait de modifier. L'armée de terre insistait sur le rôle d'arme d'appui. Un Browning Automatic Rifle par section. C'était suffisant, estimaient les officiers d'état-major. Les Marines s'y opposaient catégoriquement. 3 par section, sans bipied, sans tentative de transformer le fusil en mitrailleuse sur affût. 2 institutions regardaient la même arme et voyaient 2 choses fondamentalement différentes. L'armée de terre voyait un succédané de mitrailleuses. Les Marines voyaient un fusil automatique qu'il fallait employer précisément comme tel. Cette guerre intérieure avait des conséquences mesurables. Les sections de l'armée de terre en Europe combattaient avec un seul Browning Automatic Rifle et se retrouvaient souvent dans une situation où l'unique servant était mis hors de combat et il ne restait plus aucun feu automatique dans la section. La section d'infanterie adverse était construite autour de la mitrailleuse légère
MG42, capable de tirer à une cadence d'environ 1200 coups par minute, servi par plusieurs hommes. La comparaison n'était pas à l'avantage des règles d'emploi de l'armée américaine. Une autre histoire se déroulait en parallèle, commerciale celle-là. La société américaine Colt avait développé le Colt Monitor, une version allégée avec une poignée pistolet et un canon raccourci, destiné aux structures policières. Plus maniable en véhicule et en espace confiné, même si le raccourcissement du canon se payait en balistique. La société belge Fabrique Nationale, dont les initiales se prononcent lettre par lettre, FN, est allée bien plus loin. Les ingénieurs de Herstal ont créé toute une famille de variantes commerciales pour l'exportation, avec un ralentisseur de cadence amélioré et une poignée pistolet plus ergonomique. Plusieurs armées européennes et latino-américaines ont préféré ces versions aux standards américains. Elles étaient plus agréables à manier et dépourvues des défauts les plus irritants de la variante A2. Des acheteurs étrangers pouvaient ainsi acquérir une version plus perfectionnée d'une arme américaine que celle utilisée par l'armée américaine elle-même. Personne parmi les décideurs de Washington ne voulait entendre parler de modifier le standard en pleine guerre. Les Britanniques misaient sur un concept différent. Leur fusil mitrailleur Bren disposait d'un canon interchangeable, un détail dont le Browning Automatic Rifle était dépourvu. Les partisans du Bren présentaient cela comme un avantage décisif. Les partisans du Browning Automatic Rifle répondaient qu'en pratique, personne n'effectuait ce remplacement, parce que la cadence de tir réelle au combat n'atteignait jamais des valeurs critiques. Un chargeur de 20 cartouches ne permettait physiquement pas un feu d'une intensité nécessitant ce genre d'intervention. En Italie et en France, les sections d'infanterie américaines se heurtaient fréquemment à des positions adverses défendues par des mitrailleuses MG42. Neutraliser un tel point avec un seul Browning Automatic Rifle était extrêmement difficile. Les commandants au niveau des pelotons et des compagnies ont commencé à concentrer leurs Browning Automatic Rifles, prélevés dans différentes sections, pour constituer des groupes d'appui-feu improvisés. Cela contrevenait au règlement, mais cela fonctionnait. Ces initiatives se retrouvaient régulièrement dans les rapports de combat, et peu à peu la compréhension s'établissait dans les états-majors qu'il fallait plus d'un Browning Automatic Rifle par section. Jusqu'à la fin de la guerre, l'armée n'a pas officiellement révisé ses règles d'emploi. Mais tacitement, les commandants sur le terrain faisaient ce que le bon sens leur dictait. Et les résultats parlaient d'eux-mêmes. La guerre en Europe s'est achevée au printemps 1945 et pour la deuxième fois en moins de 30 ans, le Browning Automatic Rifle se retrouvait face au temps de paix. Mais personne ne se pressait de l'envoyer aux archives. Trop de soldats avaient traversé la guerre avec cette arme entre les mains. À l'horizon se profilait déjà une nouvelle confrontation. Corée, 1950. Quand les troupes du Nord ont franchi le 38e parallèle, le Browning Automatic Rifle s'est retrouvé de nouveau en ligne. C'était déjà une arme ancienne, plus de 30 ans depuis le premier prototype. Mais l'alternative qui lui aurait été supérieure n'existait pas encore. Et le Browning Automatic Rifle est reparti à la guerre. C'est en Corée que cette arme s'est retrouvée entre les mains d'un homme qui a inscrit son nom dans son histoire pour toujours. Le 5 novembre 1950, le caporal Mitchell Red Cloud Jr. de la compagnie E du 19e régiment d'infanterie de la 24e division d'infanterie assurait une mission de surveillance avancée près de la hauteur 123, à proximité de Chongyeon. Vers 3 heures du matin, des troupes chinoises ont attaqué depuis plusieurs directions. Red Cloud a été le premier à les détecter. Une ligne d'assaillants a surgi des buissons à moins de 30 mètres de lui. Il s'est levé d'un bond, a ouvert le feu et a vidé chargeur après chargeur à bout portant. Touché à la poitrine, il a refusé l'aide du médecin, a ordonné à ses hommes de l'attacher à un arbre pour rester debout et a continué à tirer jusqu'à ce qu'il soit définitivement terrassé. Quand ses camarades ont retrouvé son corps au matin, une ligne de mort s'étendait devant la position. Red Cloud a reçu à titre posthume la médaille d'honneur. Un camp militaire américain en Corée du Sud porte aujourd'hui son nom. Dans les conditions coréennes, l'arme a révélé à la fois ses points forts et ses limites. Durant l'hiver 1950-51, dans la région du réservoir de Chosin, ce sont souvent les Browning Automatic Rifles qui tenaient les flancs lors des retraites, empêchant l'adversaire de refermer l'étau.
Les températures descendaient à 40 degrés en dessous de zéro, les machines tombaient en panne et les Browning Automatic Rifles continuaient de fonctionner. La Corée a néanmoins montré que le temps de cette arme était compté. L'adversaire utilisait des pistolets mitrailleurs soviétiques, le PPCH-41, avec son chargeur tambour de 71 cartouches, et au combat rapproché, la densité de feu de son côté s'avérait supérieure. Le chargeur de 20 cartouches exigeait des rechargements fréquents précisément quand la situation s'y prêtait le moins. Après la Corée, le Browning Automatic Rifle a progressivement quitté la première ligne, remplacé par la mitrailleuse polyvalente M60, adoptée en 1957. Des milliers d'exemplaires sont partis vers des armées d'alliés, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient. L'arme a continué à combattre sous des drapeaux étrangers longtemps après que les soldats américains l'avaient rendue au dépôt. L'héritage véritable du Browning Automatic Rifle ne se trouve pas dans les musées, mais dans les bureaux d'études. Quand la Fabrique nationale belge a mis au point dans les années 50 une mitrailleuse polyvalente qui allait recevoir la désignation américaine M240, le schéma à gaz de Browning a servi de socle. Les ingénieurs ont repris la logique du groupe Culasse et l'ont adapté à une alimentation par bande. Et il en est sorti une arme d'une fiabilité exceptionnelle. En 1977, l'armée des États-Unis a adopté le M240 comme mitrailleuse coaxiale sur blindé, et au cours des années 90, il a progressivement supplanté le M60 dans tous les corps d'armée. Les vétérans qui avaient tenu dans leurs mains les deux armes disaient tous la même chose: retourne le M240 à l'envers et tu vois le grand-père. Browning lui-même n'a pas vécu jusqu'au triomphe final de son œuvre. Il est mort le 26 novembre 1926 dans les bureaux d'études de la Fabrique nationale à Herstal, près de Liège, en plein travail sur un nouveau pistolet semi-automatique. Il avait 71 ans et 128 brevets à son nom. Les derniers Browning Automatic Rifles ont été retirés du service au cours des années 70 et 80. Certains ont rejoint des collections de musées. D'autres reposent encore aujourd'hui dans des dépôts militaires de petits États que la grande histoire préfère oublier. Chargeurs vides, culasses grippées par les décennies, mais mécanismes intacts. Comme si l'arme attendait encore un ordre qui ne viendra plus jamais. Vous regardez, l'arsenal de l'histoire. Si cette histoire vous a tenu en haleine, laissez un like, cela nous aide énormément à continuer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun des prochains épisodes, il y en a encore beaucoup à venir.